Il y a 10 ans de carnet. Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je me suis dit que j'allais vous présenter tous mes carnets. Absolument tous, sauf ceux que vous avez déjà vus sur la chaîne. Hein, je vous mets des fiches produits où il y aura les sketchbooks tout au long de la vidéo. Mais du coup, il y a des sketchbooks que je vous ai jamais montrés. Il y a des trucs croustillants, n'est-ce pas? Il y a mes tout premiers carnets. Il faut savoir que je dessine énormément dans des carnets, que j'ai commencé le dessin en 2016 et que les premières fois que j'ai dessiné aussi dans des carnets. Donc vous allez voir un peu des trucs de la honte, mais je trouve que du coup c'est une bonne vidéo pour pouvoir me présenter en tant qu'artiste et ce que je fais, et voir la différence entre ce que je fais maintenant, où vous êtes habitué à voir toutes les publications que je mets, etc., tous les dessins, Paint With Me. Donc je trouvais ça intéressant de vous montrer le avant, parce que vous voyez le après et le maintenant, mais c'est cool de vous montrer le avant. Donc je vais trier les carnets que je vous ai déjà montré, parce que je vais pas les remontrer dans cette vidéo, et du coup je vais vous expliquer un peu mon passif avec le dessin, puisqu'il y a quelques petites choses à dire. Donc voilà, j'ai trop hâte d'ouvrir tout ça. C'est une vidéo qui va être longue, donc je pense que vous pouvez prendre quelque chose à boire et à manger, parce que il y a vraiment beaucoup de carnets. Vous voyez, c'est rempli, hein. On va voir ça ensemble. Alors, j'ai enlevé les carnets dont je vous ai déjà fait des sketchbook tours, etc. J'en ai pas enlevé tant que ça, du coup, parce que il y a tout ça à vous montrer dans cette vidéo. Et je pense qu'on va commencer par le tout premier. Alors, le tout premier, il est juste là. Le tout premier, The First One, 2018. Donc ce carnet là, il faut savoir que j'ai commencé à dessiner en 2016 et que j'ai commencé à dessiner dans des sketchbooks la même année, sauf que c'est des carnets que je ne retrouve plus et que je n'ai jamais fini. Genre j'avais fait la première page et c'est tout dans ces carnets là, et c'est pas des carnets que je retrouve. Donc du coup ça c'était vraiment le tout premier que j'ai fini de remplir. Donc on va commencer par celui-là et après je vais vous montrer d'année en année du coup comment mon style a évolué, etc. Donc ça, c'est une édition collector, puisque c'est le tout premier. Donc on va voir ensemble. Alors, je commençais à peine le dessin, ok? Donc, c'est un carnet de quelqu'un qui commence à peine le dessin. Ah là là, j'ai peur de ce que je vais voir dedans. Je vais très souvent critiquer ce que je fais, à mon avis, ce que j'avais fait à l'époque. Mais tout ça a servi au style que j'ai maintenant, donc je tenais quand même à vous le montrer. Je vais pas commenter toutes les pages, puisque je vais aussi me présenter dans cette vidéo à travers tous ces carnets. Oh là là, bah ça c'est comment mon pseudo est né, Bloopy. Voilà, peut-être qu'un jour au long de la vidéo je vous raconterai. Oh là là, quelle cata. J'avais mis du blanco pour pas refaire l'autre main. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc c'était mes tout premiers croquis de personne. Ça c'était une vue que je voyais de chez mes parents. Ça pareil, c'était la cuisine, enfin le salon plutôt chez mes parents. Oh là là, j'apprenais à cette époque-là la perspective. On voit que j'apprenais la perspective, clairement. Comme je vous ai dit, j'allais pas commenter et m'amuser à commenter toutes les pages, puisqu'il y a des fois où il y a rien à dire, juste c'est moche et voilà. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de me présenter à vous, puisque je l'ai jamais fait auparavant. Donc, il y a quand même beaucoup de choses à dire, surtout sur le dessin, vous allez voir. Alors, je m'appelle Léna, j'ai 23 ans et j'ai vécu presque toute ma vie en région parisienne et j'ai déménagé il y a 2 ans à Aix-en-Provence. Petite, j'ai toujours été la fille créative qui demandait à ses parents à chaque fois, vous savez, les kits pour apprendre à faire du savon, apprendre à faire des bougies, à créer des senteurs, etc. Ça, c'était moi. Ma grand-mère et ma mère, quand j'étais petite, faisaient du scrapbooking. Et d'ailleurs, très drôle, elles en font toujours, plus du tout au même niveau. Mais maintenant, elles ont un niveau beaucoup plus haut quand même. Mais du coup, j'avais ce truc de vouloir créer. Donc le scrapbooking, c'est un art avec du papier qui est à base de collage. Hein, et c'est pour faire des cartes, par exemple, d'anniversaire ou pour fêter un événement, style un mariage. Donc voilà, et ça j'en ai fait pendant des années. Puis un jour j'ai arrêté, j'en ai eu marre. Du coup je me suis mise à la pâte polymère, à la pâte Fimo. Je regardais Miss Créative à l'époque, je m'en souviens encore. Et du coup pendant 1 ou 2 années, j'ai fait que de la pâte Fimo et que ça. J'ai commencé à vendre mes créations dans un magasin qui était Zodio je crois, où on pouvait participer à un marché de créateurs. Alors j'étais toute petite, hein. Je pense que je devais avoir 12 ans, mais du coup j'étais supervisée par plusieurs personnes dans le magasin
et ma grand-mère. Et donc du coup, c'est là où j'ai fait mon tout premier marché de créateurs à 13 ans. Voilà. Et le pire, c'est que j'avais vendu quand même quelques trucs. Bon, pas beaucoup, hein, mais avec mes petites créations, j'avais réussi à pouvoir m'acheter un petit moule en plus pour faire les cupcakes. Voilà. On enchaîne avec le deuxième carnet. Où là, c'est vraiment un carnet où j'ai essayé d'apprendre vraiment le dessin. Hein, vous voyez que il est cassé, c'était un carnet de chez Emma. Et on va l'unboxer ensemble. Là, il y a Mewtwo. Et j'étais très forte pour faire de la copie. Parce que vraiment, je ne dessinais pas comme ça, sans référence. Hein. Clairement, heureusement que j'avais la référence. Mais Mewtwo est pas mal, je trouve. Bon, c'est des Pokémon, pour ceux qui n'ont pas deviné. En fait, j'avais commencé ce carnet en 2017. Et je l'ai repris en 2018. Donc ça, c'était 2017. Et on va enchaîner avec la partie 2018. Suite à ça, j'ai été dans un collège où je n'ai pas du tout aimé l'expérience de ce collège-là. Et du coup, je ne voulais pas aller dans le lycée de mon secteur. Et avec mes parents, on a trouvé une technique. Du coup, on s'est dit, ok, on va aller dans un autre lycée, mais on va prendre l'option art plastique. Et il faut savoir que l'art plastique, j'ai jamais aimé ça. Alors, je ne sais pas si c'est à cause des profs. C'est vrai que la prof que j'avais au collège était bien nulle. Dans le sens où je ne sais même pas si j'ai appris quelque chose avec elle en cours d'art plastique. Elle nous disait juste que si on ratait notre dessin, eh bien, on ne valait rien. Donc, écoutez, au bout d'un moment, on va dire que les profs sont nuls. Là, elle était nulle. Et l'art plastique au lycée, eh bien, j'ai eu un prof en or qui était incroyable, qui nous tirait toujours vers le haut, qui nous poussait à faire des choses où on s'en sentait pas capable, par exemple. Eh bien, lui, il nous poussait à faire des choses et du coup, ça nous tirait vers le haut. Et on faisait plein de créations dans son cours et c'était trop bien. C'est à cette période d'ailleurs que j'ai commencé à dessiner et que j'ai commencé à dessiner dans mon tout premier carnet. C'était au premier cours d'art plastique au lycée. Tellement j'ai aimé dessiner en art plastique. J'ai eu ce prof pendant 3 ans et c'était mes 3 meilleures années de dessin de toute ma vie, même si je n'avais pas du tout un bon niveau à l'époque. Et bien du coup, comme on était hyper boosté et motivé par ce prof, et ce prof était incroyable, et bien du coup ça m'a donné encore envie de dessiner bien après. Aussi, entre les filières, j'hésitais entre l'option STD2A, qui est une filière technologique, et le bac L, qui est une filière totalement lambda, mais qui n'existe plus maintenant. Donc c'était un bac littéraire, en gros, avec une grosse option art plastique. Dans cette option art plastique, tu retrouvais aussi de l'histoire de l'art. J'ai pas été prise en STD2A, donc du coup, je me suis mise sur l'option L. Je pouvais réessayer de rentrer en STD2A l'année d'après, mais du coup, je n'avais plus envie parce que j'ai tellement aimé la filière L avec l'option art plastique qu'on appelle lourde, que du coup, j'avais envie de continuer jusqu'à la fin de ma scolarité. J'ai eu mon bac, alors ça n'a pas été toujours très simple pour travailler sur le bac, mais écoutez, je l'ai eu de justesse, mais j'ai quand même eu 18 en art plastique avec l'épreuve orale et j'ai eu 17 avec l'épreuve écrite. Donc franchement, ça va. Voyant que au fur et à mesure des années, je suis faite pour créer et de toute façon, je ne sais faire que ça, je me dirige vers une prépa d'art. Sauf que je commence à ressentir une pression parce que les prépas d'art publics, c'est très rare d'y entrer et il y a très peu de place. Et comme je n'avais pas du tout de bons résultats, je vous ai dit, les études, c'était vraiment pas fait pour moi de base. Et bien du coup, j'ai pas pu rentrer dans une école publique et je me suis tournée vers une école privée que je ne citerai pas parce que je ne l'ai pas du tout aimée. Donc voilà. Ça dépend les années, je suis un peu vache, mais c'est vrai que les 2 dernières années où j'y étais, c'était horrible. J'ai passé l'entretien, j'ai montré durant l'entretien mes carnets et ils m'ont dit que même si je ne savais pas dessiner, eh bien pas de souci, j'avais beaucoup de créativité et ça se voyait que j'apprenais le dessin et que j'essayais d'apprendre comme je dessinais énormément dans des carnets et du coup, eh bien j'ai pu rentrer dans cette école pour finalement y faire une prépa d'art la première année. Alors, c'était une année qui était compliquée dans le sens où si jamais vous avez fait une prépa, que ce soit de n'importe quoi, d'art, de médecine et tout, ce sont toujours des années compliquées, peu importe le domaine. Le terme prépa, tu sais que ça va être compliqué. Quand je dis compliqué, en art, c'est nuit blanche, hein, évidemment. Nuit blanche sur nuit blanche pour finir tes projets à temps puisque tu as 10 millions de projets à rendre et qu'en plus, si tu es perfectionniste, tu fais des nuits blanches, hein, clairement. Donc, tu finis par enchaîner les cafés, un truc que je ne bois plus tellement ça m'a dégoûté de ça. Et aussi, tu te tapes des sales notes. Parce que si vous ne savez pas, en école d'art, c'est pas du tout noté comme dans les écoles lambda. Et du coup, si tu
as réussi ton dessin, et tu peux avoir un C ou un D. Et souvent, c'est noté en lettres ou alors c'est noté en chiffres, mais du coup, moi, je cumulais les 8 sur 20. En tout cas, au premier trimestre. Donc, vous inquiétez pas si vous êtes en école d'art et que vous êtes très mal noté. Ils notent pas du tout pareil que quand vous êtes dans l'élémentaire. Donc, vous inquiétez pas pour ça. Puis, deuxième trimestre, ça s'est arrangé au niveau des notes. Troisième trimestre, c'était beaucoup mieux. Et du coup, je peux vous dire que l'année de prépa, c'était, je pense, ma meilleure année. Même si l'école, j'ai plein de choses à dire sur cette école-là, plein de choses dans l'organisation notamment, sur certains professeurs, même si l'ensemble des professeurs étaient quand même très gentils et qui nous ont beaucoup motivés à continuer. Il y avait, comme partout, des profs où c'était plus compliqué, mais c'était surtout l'administration qui était compliquée, comme dans beaucoup d'écoles. Et à la fin de l'année, on avait l'impression d'être des machines, d'être devenus des machines à sous, et c'est insupportable de ressentir ça. Alors, je me rappelle que ça, c'était probablement des copies, mais j'adorais ce dessin-là. Genre, ce dessin-là, je trouvais que c'était un banger. Encore maintenant, je suis surprise d'avoir fait ça alors que c'était que mon 4e carnet. Celui-là, autant bof, mais celui-là, je trouve qu'il y a vraiment un truc. Donc, écoutez, c'est moins honteux que ce que je pensais. Mais cette année-là a été la meilleure, notamment parce que j'ai eu des profs coup de cœur qui m'ont vraiment motivée à dessiner. D'ailleurs, on m'a demandé mon avis il y a pas longtemps en live sur ce que je pensais des écoles d'art et si on était obligé d'en faire pour pouvoir faire un métier lié en rapport avec l'art, tout simplement. Non, clairement, on n'est pas du tout obligé de faire une école d'art. Alors, l'école d'art, pour moi, si tu vas apprendre le dessin, c'est un booster dans le sens où tu vas avoir des clés par les profs pour t'aider à dessiner plus rapidement, plus synthétiquement, plus correctement, que ce soit plus cohérent. Mais tu dois quand même beaucoup bosser de ta part. C'est-à-dire que les profs vont juste te donner des clés. Après, la quantité de dessins que tu fais, ils vont absolument pas contrôler. Donc, si tu fais comme certains élèves, tu as les clés, mais tu ne produis aucun dessin et tu fais juste les dessins des cours, eh bien, tu ne vas pas progresser, tout simplement. Et il y avait des élèves dans cette école qui étaient en prépa, qui avaient payé l'année, mais qui ne dessinaient pas, ne bossaient pas chez eux, ne faisaient pas beaucoup, sincèrement, on va se le dire, par rapport à tous ceux qui faisaient des nuits blanches, c'était vraiment pas énorme à côté, et qui n'ont pas progressé du tout en dessin en 1 an, alors qu'il y en a qui ont eu des progressions fulgurantes par rapport à d'autres qui du coup n'ont pas progressé. Donc ça dépendait aussi vraiment de la quantité de dessins que tu faisais grâce à ces clés. Tu peux toujours apprendre le dessin par toi-même, c'est juste que les clés que tu vas devoir acquérir vont être plus longues à acquérir. Parce que c'est vrai que là, tu as un prof qui te dit « Ok, la clé c'est ça » et c'est à toi après de produire en quantité, de dessiner beaucoup, de dessiner dans la logique avec la perspective, etc. Et donc, c'est plus rapide quand tu as un prof derrière toi que quand tu n'as personne et que tu apprends tout seul. Mais il y a tellement d'artistes que je vois notamment sur les réseaux qui ont réussi à dessiner avec un niveau qui est techniquement très très bon et qui n'ont pas eu besoin et qui n'ont pas eu recours à des écoles d'art. Donc non, tu n'es pas obligé de faire une école d'art pour absolument savoir dessiner. Maintenant, je dois reconnaître que la prépa d'art, ça a été ma meilleure année parce que tous les sujets étaient très fun à traiter, les exercices de dessin étaient très fun aussi, on a appris ce que c'était le modèle vivant, ça pareil, c'était très fun aussi à faire. On a fait des nuits blanches où on était tous en train de créer nos projets et tout. Franchement, ça, c'était trop bien parce qu'on était vraiment dans la création, la production, mais de choses tout le temps créatives. Et du coup, c'était hyper sympa à vivre, sincèrement. Et il n'y avait pas encore ce truc d'école machine à fric, machine à sous. Et du coup, ça, c'était très cool parce que c'était vraiment que des artistes avec tous des styles différents. On se cherchait un peu tous. On cherchait un peu tous notre style et du coup c'était hyper cool. Alors les portraits c'était clairement pas encore ça, mais déjà on peut voir que je faisais des portraits au feutre à alcool. Tellement j'aimais pas le fait que ça fasse pas de texture, j'étais obligée de créer de la texture. Et franchement je trouve que celui-là ça va, il y a eu du progrès en termes de
de niveau de portrait, de réalisme, etc. À partir de là, j'ai continué dans cette école et je voulais absolument un jour peut-être vivre du métier de l'illustration. Et mes parents m'ont dit que l'illustration c'était très compliqué d'en vivre et que c'était très long, un cheminement très long pour pouvoir en vivre en général, qui peut durer 5 à 10 ans. Donc du coup, je m'étais dit que j'allais quand même faire un truc un peu plus sécure et donc je suis restée dans cette même école mais en faisant ce qu'on appelle du graphisme ou du design graphique. Alors, j'adore le design graphique en lui-même et je suis très contente d'avoir toutes les connaissances que j'ai en design graphique parce que ça m'a aidé à faire beaucoup de choses pour mon entreprise actuelle et où ça aurait été très compliqué si j'avais pas toutes ces connaissances, c'est-à-dire comment faire un site internet, comment le construire. Alors, je ne sais pas le coder, mais je savais quand même faire un site internet et faire un logo notamment, faire une charte graphique, etc. Enfin bref, ça m'a aidé sur plein de points. Par contre, on est entré dans un domaine où l'école nous prenait vraiment pour des machines à sous, c'est-à-dire que même les sorties obligatoires, c'était nous qui devions les payer, alors qu'on a fait plein de sorties au musée en prépa, où on a dessiné dans les musées, dessiné dans des parcs, enfin bref, et on n'a jamais rien payé, puisque quand tu payes une école privée, tu payes l'année, normalement, c'est compris. Et là, on s'est retrouvé à faire des sorties où c'était pas du tout pris en charge, c'était la prof qui payait une partie et nous on devait payer l'autre, c'était n'importe quoi en termes d'organisation, et vraiment, on avait l'impression d'être pris pour des cons, voilà. Alors ça, c'est un acteur. Je pense que c'est impossible de trouver qui c'est. S'il y en a qui trouvent, dites-le moi. Parce que là, même moi, je le reconnais pas du tout. Donc écoutez, mais je continuais à essayer de dessiner des portraits et c'est très bien. Donc j'ai fait la première année de graphisme qui était tout simplement ma deuxième année dans cette école, puis la troisième, et la troisième, elle était vraiment compliquée psychologiquement parce que en plus il y a le Covid qui est tombé durant la deuxième année où c'était un peu compliqué parce que du coup moi l'école est à 1h30 de chez moi en transport, donc déjà pour l'aller et pour le retour ça faisait 3 heures de transport, donc imaginez quand il y avait le Covid comment c'était compliqué de s'y rendre, ou alors le télétravail, t'avais l'école qui disait ok, à midi vous avez cours et puis à 13h vous mangez et puis à 14h on reprend à l'école, genre sur le lieu. Je dis mais j'ai 1h30 de transport, comment je fais? Et ils ne voulaient rien savoir. Voilà. Donc du coup c'était vraiment compliqué et je me suis vite rendu compte aussi que moi et mes parents on pouvait pas avancer autant d'argent pour continuer et faire une 4e et une 5e année. Donc je me suis arrêtée là. Mais de toute manière, je pense que je n'aurais pas pu faire de 4e et de 5e année psychologiquement parlant parce que c'était devenu trop compliqué avec l'école. Il y avait trop de conflits sur l'argent, sur ce truc-là, de machine à fric. On était tous devenus des machines à produire des choses. Et il n'y avait plus du tout le côté créatif qu'il y avait au tout départ quand on était en prépa. Alors, le directeur a changé. Donc c'est peut-être ça, je sais pas du tout. Mais en tout cas, ça a fait qu'il n'y avait plus ce truc pépite qui était la création et juste la créativité, rien de plus. J'ai aussi rencontré un problème avec cette école quand j'ai voulu trouver un travail. Pour vous expliquer plus rapidement, dès la sortie de la 3e année, j'ai voulu trouver un travail en tant que graphiste ou designer graphique. Et je me suis rendu compte que j'étais face à un mur puisque tous me disaient il faut faire un stage de fin d'année. Je me suis donc renseignée auprès de mon école parce que le stage de 3e année, donc de fin d'année de licence, était collé à la 4e année. Donc en résumé, si tu voulais faire un stage de fin d'année, tu devais payer la 4e année. C'était genre 9 000 €, donc pour un stage c'est ridicule. Donc du coup je me suis dit non, je vais pas faire de stage, tant pis, et je vais juste aller chercher du boulot. Sauf que pas possible sans stage de fin d'année. Donc du coup j'ai contacté mon école pour voir s'il n'y avait pas moyen de me faire un papier pour un stage de fin d'année et ils m'ont dit non. Mais attention, l'adjointe du directeur m'a trouvé une solution, c'est-à-dire qu'elle m'a dit oui, tu peux tout à fait avoir un stage de fin d'année, on te donne le bout de papier quand tu veux, mais il faut que tu payes 9 000 €. Alors t'inquiète pas, t'es pas obligé de venir à l'école, t'auras pas de retard, pas de mot d'absence. En mode c'est une vraie solution, tu sais. Donc faites très attention dans les écoles d'art où vous voulez aller si elles sont privées, parce que c'est souvent des usines à fric et c'est monstrueux. Donc du coup, à cause de cette école, je n'ai pas pu être embauchée parce que je n'avais pas de stage de fin d'année et je pensais que c'était que quelques entreprises qui allaient me dire ça, mais la quasi-totalité de ceux qui me répondaient me disaient toujours la même chose.
on veut bien si vous faites un stage de fin d'année. Donc pendant des mois et des mois, j'ai essayé de chercher un job en tant que designer graphique puisque c'était mon diplôme et je n'ai pas trouvé. Pendant des mois et des mois aussi, j'ai été déprimée pour ça parce que je ne trouvais rien et j'avais fait des années d'études alors que de base je ne voulais pas faire d'études du tout pour ne rien trouver. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit, zut, j'ai envie d'être illustratrice depuis très jeune et quoi, je vais pas essayer de faire ce métier, sachant qu'en plus, là, je ne trouve rien. Donc, écoutez, on va tenter au lieu de rien faire. Je me suis lancée en tant qu'illustratrice en juin 2023. Ça va bientôt faire 1 an et demi. Et je peux vous dire que c'était la meilleure décision que j'ai prise parce que même si j'ai galéré la première année surtout, eh bien je suis quand même très heureuse de pouvoir un peu vivre avec ce métier-là, puisque je n'ai pas de travail à côté, donc je réussis avec un peu l'aide de mes parents à pouvoir vivre de ce métier. Mais du coup, je suis très contente. En 2025, je vais potentiellement pouvoir vivre de ce métier puisque les revenus grandissent au fur et à mesure des mois et du coup, ça me renforce dans cette idée que c'était la bonne solution. Alors j'ai été très chanceuse quand même parce que j'ai un compagnon avec qui je vis qui a pu assurer les premiers mois, même la première année, et j'ai eu aussi mes parents qui ont pu subvenir à mes besoins si jamais je n'avais plus rien à manger. Mais si jamais vous voulez vous lancer en tant que freelance pour pas galérer autant que j'ai galéré moi, voici mes tout premiers portraits réalistes. Au niveau du crayon de couleur, je m'en souviens très bien puisque je faisais tous mes portraits comme ça avec les mêmes crayons de couleur, c'était les polychromos. Et je trouve que les polychromos sur ce carnet, ils font un côté très très doux que j'aime beaucoup, que j'aimais beaucoup. Et du coup, j'en faisais plein. J'avais essayé de faire mon grand-père, c'est pas beau. Eh bien, vous pouvez tout simplement trouver un mi-temps ou un boulot à côté pour financer votre métier d'illustrateur. On m'a demandé aussi en live, souvent les questions que vous me posez c'est en live, mais du coup j'aime bien rebondir dessus en vidéo. On m'a demandé d'où venait mon pseudo et c'était tout simplement en prépa d'art où on devait essayer de trouver notre pays imaginaire et je sais pas, je m'amusais avec, vous savez, les gommes mie-de-pain, c'est des gommes qui ressemblent à des pâtes à modeler et du coup je l'avais balancé sur la table pour créer une forme et je me suis dit ok, ça ressemble à une forme, donc un bloop c'est une forme. Et du coup, je me suis dit, ok, ça va être Bloopia. Et donc, j'ai créé ce rêve imaginaire qui était pour un projet de fin d'année de prépa. Et donc, du coup, après, je me suis dit, tiens, je ne sais pas comment m'appeler. J'avais un pseudo ultra nul avant. Genre, vraiment, il était claqué au sol. C'était genre laine artistique. Je vous l'ai montré à un moment donné dans la vidéo. Je sais pas si on va le voir. Mais c'était nul. Nul, nul, nul. Et du coup, je me suis dit, Bloopy, c'est quand même mieux. Donc, du coup, j'ai choisi Bloopy. Voilà. L'anecdote est pas si ouf, en vrai, mais écoutez, on me l'a demandé, donc je le dis. Pour finir de présenter, eh bien, mon plus grand rêve, ça serait de pouvoir vivre convenablement de ce métier-là et pouvoir continuer à vous partager du contenu, à vous partager de l'art et à pouvoir le faire sans pression au-dessus de la tête sur l'argent. Est-ce que je vais assez gagner ce mois-ci? Est-ce que je vais pouvoir en vivre un jour? Etc. etc. Donc ça, c'est mon plus grand rêve. Et aussi, j'aimerais beaucoup avoir mon atelier de rêve. Alors c'est déjà un peu le cas, mais votre environnement aussi est hyper important quand vous créez. Donc du coup, à travers ces sketchbooks, on peut aussi voir que potentiellement mon environnement a changé puisque j'ai eu une chambre d'ado que j'ai réaménagée. Donc du coup, des fois on voit que mon style change un peu et c'est aussi à cause de ça. Donc votre environnement en dit beaucoup sur votre style et sur vous. Et si jamais ça ne vous plaît pas, n'hésitez pas à le changer. Pas à déménager, mais juste à changer les meubles de place par exemple. Je pense que c'est pas mal déjà. Aussi, je trouve que je commençais beaucoup à m'améliorer sur les portraits réalistes. Et il y a quelques pages de portraits réalistes que vous allez voir maintenant au cours de cette vidéo où je trouve qu'il y a énormément de progrès quand même entre les tout premiers portraits dont on se souvient avec les personnages etc. qui étaient vraiment pas beaux et ceux-là, je trouve qu'il y a eu quand même une grande progression même si on est d'accord, c'est pas de l'hyper réalisme non plus mais je trouve que c'est quand même mieux par rapport à ce que c'était avant. Et autant je trouve que c'est important de dire ses erreurs et ce qu'on ne fait pas bien, surtout en dessin, mais je trouve aussi que c'est important d'être fier de soi parce que c'est vrai que les portraits, je voulais absolument que ça ressemble à quelque chose, que ce soit réaliste un peu ou que ce soit ressemblant au portrait que je voyais vraiment et j'avais réussi pendant un temps.
Donc voilà, après là ça fait très longtemps que j'ai pas fait de portrait. Si j'en refaisais un maintenant, je sais pas si j'aurais le même niveau de dessin en termes de technicité plutôt qu'en termes de créativité. Mais c'est quand même intéressant de voir ce que j'ai pu faire en termes de portraits réalistes, puisque c'est vrai que vous avez vu tout au long de cette vidéo beaucoup de portraits, beaucoup plus que de paysages par exemple. Donc c'est quand même cool. Alors ces deux portraits-là, je vous montre à la lumière quand même. Je suis désolée pour la barre de lumière qui passe, mais je peux pas faire autrement. Donc on va dire que ça donne une petite esthétique à cette vidéo. Mais ça, c'est des portraits que j'avais fait dans le train en rentrant de vacances. Et j'avais adoré les faire. Pareil, polychromos. À travers ces sketchbooks, j'ai énormément appris en termes de technique et aussi de créativité, puisque vous avez pu remarquer que toutes mes pages ne sont pas des jolies pages. J'avais aussi beaucoup de pages de sketchbook qui étaient pour des projets que j'avais à l'école à ce moment-là. Donc il y a un peu tout qui se mélange, un peu d'écriture, un peu de sketchbook, pas du tout comme les sketchbooks que je fais maintenant. Ok, on a réussi à faire la première moitié. Et il nous reste tout ça. Donc il reste pile la moitié. Ça, c'était mon tout premier carnet où je faisais quasiment que de la peinture dedans. D'habitude, je faisais un tout petit peu de peinture. Mais là, il y a quasiment que ça. C'est, en termes de carnet, genre le produit, c'est un anneau-muleux et je suis fan de ce carnet anneau-muleux. Pas ce qu'il y a dedans, mais le carnet en lui-même. Il coûte un peu cher, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas racheté cette année. Mais en tout cas, j'adore son papier. Où je me mets des grosses contraintes en termes d'esthétique, on va dire, puisque j'aime bien faire des séries. Donc du coup, que mes sketchbooks ressemblent un peu à quelque chose à la fin et que ça fasse pas vraiment des carnets de brouillon. Avant, je m'en foutais très clairement de ce point-là, mais écoutez, maintenant c'est un point qui me tient à cœur, puisque j'aime bien en fait les sketchbooks qu'on voit sur les réseaux, avec une série, pas forcément des dessins à chaque fois réussis, hein, ça je m'en fiche un peu, mais une série, donc par exemple garder le même médium ou garder le même sujet, ça c'est quelque chose que j'adore faire, donc c'est compliqué de finir ces sketchbooks en général quand on fait ça, mais c'est quand même cool et fun à faire. Aussi, on peut voir à un moment donné que j'ai eu une lassitude du réalisme puisque j'ai énormément fait de personnages avec un style un peu bizarre, mais en fait je m'inspirais beaucoup d'un sculpteur qui s'appelle Bob Quinn que je vous ai montré à un moment donné dans la vidéo et j'adore vraiment ce qu'il faisait. En fait, il fait des sculptures avec des personnages très longilignes et je trouvais ça trop stylé. Et du coup, j'en ai fait plein dans ce carnet. Donc j'étais pas du tout torturée ou malade ou mal dans ma peau ou je ne sais pas quoi. Juste, j'adorais l'esthétique de ces personnages-là qui n'avaient pas de cheveux et qui avaient des corps longilignes et des personnages aussi qui avaient des corps plus particuliers avec plus de rondeur, etc. mais pas de manière réaliste. Je pense que vous le voyez aussi dans cette vidéo. Donc du coup, ça m'a aidé beaucoup pour développer mon style. Et vous pouvez voir dans mon style aussi qu'il y a plusieurs choses qui sont à noter dans le sens où je fais des nez bizarres et je fais des pieds bizarres. Donc les deux, ce sont des choses que j'ai apprises sans forcément regarder des styles ailleurs. Donc c'est-à-dire que je regardais un peu les formes que j'aimais faire naturellement et j'ai essayé de les refaire. Donc par exemple pour les pieds en modèle vivant, on me disait comment tu dessines un pied en 1 seconde et j'ai fait cette forme là et le prof m'a même dit mais ça limite tu devrais en faire ta signature, genre c'est trop stylé. Et du coup je continuais à faire les pieds comme ça. Et pareil pour le nez, j'adore les personnes qui ont des nez très caractériel, je sais pas si on peut dire ça, mais où l'on remarque vraiment un nez de caractère et j'adore ça. Donc du coup j'aime bien dessiner mes personnages avec des nez qui ont du caractère et les petits nez en général dans mon style en tout cas ça m'ennuie plus qu'autre chose. Du coup ces deux choses-là, c'est deux choses que j'ai développées par moi-même, c'est-à-dire en regardant les traits que j'aimais faire et en les faisant pour les assembler à un visage ou à des pieds par exemple. Et au niveau des yeux, j'ai vu énormément, que ce soit dans mon enfance ou quand j'ai commencé à dessiner. Les yeux dessinés comme ça, parce que c'est très simple à dessiner, les yeux comme ça, et on peut donner aussi beaucoup d'expressions puisque les yeux sont reliés aux sourcils et que souvent en BD, ce sont les sourcils qui jouent énormément sur les émotions plutôt que les yeux, sauf s'il y a les yeux fermés, etc. Mais du coup, je trouve ça plus intéressant d'avoir des yeux assez basiques et de vraiment jouer sur l'émotion des sourcils. Je trouve ça rigolo. Et pour le reste, après, je me suis aussi inspirée de beaucoup d'illustrateurs. Alors, je ne connais pas à chaque fois les noms, puisque c'est compliqué de connaître les noms avec
tout un style qui s'est créé en 3 années d'école d'art. Mais écoutez, je sais que j'adore faire par exemple des jambes très larges en bas et très fines en haut. Je sais pas trop pourquoi, mais écoutez, c'est comme ça. C'est peut-être les pantalons pas de def ou ce genre de choses qui m'ont un peu incité à faire ce genre de choses. Mais écoutez, j'adore. Et donc voilà un peu comment j'ai développé mon style tout au long de ces 3 années d'école d'art. Ça fait que depuis très peu de temps en réalité que je dessine des paysages. Alors c'est vrai que vous me connaissez principalement pour des paysages, mais il faut savoir que avant, du coup, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, je dessinais énormément de réalisme ou de personnages, mais très stylisés dans un style que j'avais et que j'ai toujours si jamais je fais des personnages. Mais c'est vrai que j'ai fait énormément de réalisme aussi et que je détestais faire des paysages finalement parce que les paysages c'est quelque chose qui est compliqué à dessiner parce qu'il faut une certaine notion de composition et de simplification du trait pour pouvoir réaliser un paysage cohérent tout simplement. Et c'était quelque chose qui était un peu compliqué pour moi à l'époque et je ne me suis jamais confrontée à cette difficulté, on va dire. C'est comme les voitures, c'est quelque chose que je ne dessine jamais. Mais je trouvais ça intéressant du coup un jour de faire un dessin de paysage, un vraiment réussi, en tout cas que je voulais réussir au crayon de couleur. Et du coup je me suis donnée à faire un paysage tout simplement. Car j'ai dessiné pendant plus de 5 ans du réalisme, donc j'avais envie de changer de sujet parce que surtout je dessinais beaucoup de portraits, de personnages, de modèles vivants, ce genre de choses. Et du coup j'avais envie de me rapprocher aussi de la nature puisque c'était pendant la période aussi du Covid, en tout cas la sortie du Covid, donc c'était vers 2022 où j'ai commencé à peindre et à dessiner des paysages, donc j'avais besoin de sortir de ce truc de portrait etc. et de voir vraiment la vie, de voyager, ce genre de choses, et du coup de voir plus de paysages forcément. Au fur et à mesure, j'ai commencé à faire des paysages. Je tâtonnais un peu au début, je faisais des paysages, des portraits, je faisais plusieurs sujets différents, des fruits, énormément, j'ai fait beaucoup de fruits pendant une période. Mais du coup, j'ai eu envie de garder les paysages parce que les paysages, je pouvais énormément varier de médium et de style de trait. J'ai commencé par faire beaucoup de paysages avec du crayon et puis après passer à la peinture, au mix média, etc. Par exemple, là en ce moment, je fais énormément d'acrylique et du coup des paysages à l'acrylique. Et ça me plaît beaucoup de faire ça et j'adore le moment que je passe à faire ce genre de paysage, etc. J'ai carrément oublié de vous faire une outro, une conclusion à cette vidéo, donc je vais vous la faire en voix off, c'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mets les petits Patreon parce qu'il y en a eu plein de nouveaux, donc merci beaucoup pour votre soutien. Patreon, c'est quelque chose qui me soutient beaucoup, donc merci beaucoup à ceux qui sont abonnés sur Patreon. Et si jamais on se retrouve pour une prochaine vidéo,